Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Jack Lang et sa femme ont été placés sous protection policière en raison de menaces émanant des réseaux sociaux, menaces liées aux révélations de ses liens troubles avec Jeffrey Epstein. Et depuis, les témoignages fusent sur sa personnalité, son mode de vie, ses innombrables impayés, son passé. Dr Jack et Mr Lang, c'est le sujet de cet entretien avec le directeur de la rédaction de Omerta, grand reporter Régis Le Sommier. Bonjour. Bonjour. Bonjour Régis Le Sommier, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Votre avis est important parce que c'est un sujet que vous avez, sur lequel vous avez enquêté et beaucoup réfléchi. Et puis vous savez beaucoup de choses, j'espère que vous allez tout nous dire. Ici c'est le parle en vrai. Je suis là pour ça. Vous n'allez rien garder pour nous. Je rebondis sur la présentation de Maud Koffler à l'instant. Il est mis sous protection policière. Est-ce qu'on est, petit aparté, est-ce qu'on est revenu à une époque, Régis Le Sommier, où quand on défraye la chronique sur des faits scandaleux, on est mis au pilori et c'est une époque où c'est dangereux, c'est-à-dire si vous prenez des positions courageuses, vous risquez aussi votre vie. Et là, on est présenté quand même comme avec des faits qui sont un peu fripouillards et on vous met quand même sous protection policière parce que l'époque est tellement méchante que vous risquez d'avoir des soucis. Donc c'est la mise au pilori. C'est l'âge des réseaux sociaux, hein. Voilà. Donc oui, c'est le déferlement. Donc c'est sûr que Jack Lang est dans la ligne, dans le viseur de tout un tas d'anonymes qui ont dû lui souhaiter pique-pendre. Et donc tout ça, évidemment, et peut-être certains plus précisément, donc tout ça a sans doute provoqué une inquiétude et un renforcement. Alors il faudrait pas non plus que on assiste, c'est assez souvent le cas, une victime, non voilà, une inversion accusatoire où tout à coup on se dit oh le pauvre, il est sous protection judiciaire, il y a des gens qui lui veulent du mal. Non, ce qui est surtout bluffant dans cette histoire, c'est le déballage qui est tout à coup autorisé. Jack Lang est quand même un personnage qui est apparu dans la lumière, souvenez-vous, après mai 81, ça est passé de la nuit à la lumière. Mais on le vénérait. Et il incarne cette lumière de cette époque mitterrandienne. Et depuis, on pouvait pas dire de mal de lui. C'était quelqu'un d'assez... et même quand il a été retraité, même quand retraité de ministre, je vais dire, mais quand il a pris en 2013 l'Institut du monde arabe, alors là, c'était quelqu'un d'intouchable, vraiment d'intouchable. On est en train d'approcher un peu, alors ça existe depuis toujours, mais là, un peu le lynchage quand même, un petit peu à un moment donné. C'est un peu comme si certains s'étaient retenus, et donc du coup, ça déboule. On apprend par Pierre Lescure, qui a quand même participé aussi de ce système, que Lang ne payait pas ses hôtels à Cannes, et qu'on l'avait fini par ne plus l'inviter. Également... On va comptabiliser ce qu'il a payé, on va gagner du temps, que de comptabiliser tout ce qu'il a pas payé. Non, mais c'est vrai, et je me souviens, en 81, j'avais 22 ans, Mitterrand, ça me semblait un peu trouble, mais à l'époque, je votais à gauche parce que Jack Lang incarnait pour moi la pureté, la vérité, le renouveau. Aujourd'hui, le retour de bâton est absolument, mais sismique. Mais c'est sismique, et c'était vraiment l'icône qu'on déboulonne, mais une icône qui méritait d'être déboulonnée quand même depuis un petit moment. On aurait pu avoir un peu de modération et se pencher un peu plus sur le cas Jack Lang. J'ai écouté encore Patrick Cohen aussi nous expliquer c'est ce formidable ministre de l'éducation, évidemment la fête de la musique, etc. Tout ça, tout cette saluons le courage de Patrick Cohen, qui est quand même passé dans la vertu de la défense des cas indéfendables et des situations les plus terribles. Il arrive sur le service public. Heureusement qu'on a le service public pour défendre l'indéfendable et aller à l'envers total de l'opinion et des Français. Donc, alors Jack Lang, on y revient. On continue à en parler, on en a parlé hier, avant-hier. Hier, j'écoutais les auditeurs de Sud Radio à qui on a demandé d'intervenir dans la première tranche qu'on fait rarement. Ils étaient tous évidemment en colère sur les mœurs, sur le symbole que ça représentait. Là, ce que j'ai envie d'examiner avec vous, Régis Le Sommier, c'est cette capacité dans la durée. Il a duré entre guillemets sur tous les régimes. Il est évidemment consacré par la Mitterrandie, ministre de l'Éducation nationale et surtout de la culture. On dit toujours c'est le ministre éternel de la culture. On reviendra. Tout n'est pas acheté, évidemment. Non, bien sûr. Je faisais allusion au spectacle de rue et puis au prix du livre. Et ensuite, il passe
Chirac, Sarkozy, Hollande, il est là, il est consulté, il est installé, il se maintient à l'Institut du monde arabe contre Le Briand, qui est tout à fait respectable aussi pour occuper ce poste. Quelle est l'explication de cette longévité, de cette capacité de résistance et de pérennité? Et je pense qu'on n'a pas encore tous tout à fait les clés voilà, parce que le cas Lang, bien avant l'affaire Epstein, avait quand même il y avait quand même des murmures depuis le début sur ses mœurs, sur ses pratiques, les fameuses pétitions des années 70 auxquelles il associe son nom. Alors aujourd'hui il dit c'était une connerie, etc. Epstein, c'est 2019, les premiers éléments. Mais là je parle de 1977. Bien sûr, mais là vraiment Epstein, c'est quand même, on est en 2000, ça fait quand même 5 ans. Et dégagé, il n'y a rien à voir, la poussière sous le tapis. Et là, tout d'un coup, ça sort, et on a les 3 L. On lèche, on lâche, et maintenant on lâche. C'était la formule de mon patron Jean-François Kahn qui adorait ces 3 L. Elle est exceptionnelle, cette formule. Mais elle s'applique totalement. Mais il y a quand même, chez Lang, d'abord une sorte de désinvolture qui lui a toujours réussi. C'est-à-dire, moi j'ai eu un exemple d'un cas où, à l'époque, j'étais directeur adjoint de la rédaction de Paris Match, et on m'avait confié le dossier Alula. Alors Alula, pour vous expliquer, c'est le berceau des Nabatéens, la civilisation. Et à l'époque, MBS, donc prince héritier d'Arabie Saoudite, avait décidé de se faire un coup de com' en se prenant des gens comme Lang, comme Attali, etc., pour faire la publicité de cet endroit où il allait faire redécouvrir les merveilles de l'Arabie Saoudite. J'avais appelé Jacques Lang et je lui avais dit, il m'avait dit oui, Alula, c'est formidable, on est au faux, comme il savait s'exprimer. Et au bout d'un moment, journaliste que je suis, je lui dis mais on va pas pouvoir traiter du cas d'Alula sans évoquer Jamal Khashoggi et la mort sordide de ce journaliste, de ce contestataire du régime d'Arabie Saoudite, découpé en morceaux, littéralement dissous dans l'acide, puisqu'on n'a jamais retrouvé son corps. Après avoir été découpé en morceaux à l'ambassade d'Arabie Saoudite à Ankara. Voilà. Et Lang m'avait répondu. Khashoggi, mais vous voyez, mais on va pas s'arrêter à ça. Non mais voilà. Oui, c'était on était. La raison d'État, la vraie raison d'État. Aucun intérêt. On va pas s'arrêter sur des points de détail ou des. J'avais été scotché au-delà de quand je dis désinvolture avec laquelle il traverse les époques, tout en jouant l'incontournable, tout en jouant le maître des arts, le maître des civilisations, etc. Et ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que dans ce lynchage qui n'est, à mon avis, pas encore complet, on découvre un personnage extrêmement pingre, extrêmement qui payait pas ses notes, comme je le disais. Et il y a quand même une citation qui est dans les dossiers de Jeffrey Epstein, où il dit, je vous la cite parce qu'elle est quand même exceptionnelle, il dit « Cher Jeffrey, merci pour Avignon, même si nous... » Je n'imite pas, mais un petit peu quand même. « Même si nous n'avons pas pu partir, votre générosité est infinie. Puis-je encore abuser de vous? Je suis invité par le prince Aga Khan au dîner qu'il offre pour les 80 ans de son frère ce mercredi 13 septembre de 20h à 23h. C'est à 60 km de Paris. Si votre voiture était libre ce mercredi soir pour nous transporter, excusez-moi d'abuser de vous. Encore toutes mes excuses avec mon amitié. Fabuleux. Il le connaît un peu mieux et un peu plus qu'il ne le prétend. C'est clair. Alors, je vais vous dire de façon très cynique, se faire prêter un jet parce qu'il y a 3000 km à parcourir, admettons, mais il peut plus se payer un taxi ou pour faire 60 km pour aller au dîner de l'Aga Khan. C'est extraordinaire. C'est quand même fabuleux. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de limite, en fait, dans une forme de pingrerie et surtout la sensation que tout le monde est à mon service et que j'ai droit à tout. Oui, c'est ça. C'est un peu, le Monde, d'ailleurs, a écrit un papier, aujourd'hui, c'est l'édition, où il explique que même déjà quand les révélations étaient faites par Mediapart, ils ne se sont absolument pas concernés. Les gens du Monde lui disent mais attendez, il y a quand même votre fille, etc. Il dit non mais je ne suis accusé de rien, je ne suis coupable de rien, etc. Et voilà. Je me souviens, car il était sur la sellette depuis le début, et même dès le début, dès les années 80, quand il est ministre de la Culture et de l'Éducation nationale dans le
cercle mitterrandien, l'ascension de la Roche de Solutré, il était là parmi les premiers. Et déjà, il y avait quelquefois des critiques qui étaient objectives. Et c'était le premier homme politique qui a utilisé le mot complot. Ah oui. Pour une raison qui n'en était pas, et c'est un complot. Et donc, dès qu'il y avait une entorse, une critique, une observation, il considérait que il utilisait le mot complot, que c'était un complot. Peut-être est-ce là la clé de sa longévité. Voilà, c'est ça. D'accuser les autres, évidemment, si ça allait trop loin, évidemment, il parlait d'antisémitisme, puisqu'il est juif. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a eu des positions, justement, sur cette question, sur Israël. C'est quelqu'un qui a eu du courage, qui a pris des positions. Je vous disais tout à l'heure, en tant que ministre de la Culture et de l'Éducation nationale, il prend aussi quelques... Éducation nationale, non, ça tous les experts m'ont dit catastrophe absolue, sauf qu'il arrivait après Claude Allègre. C'est lui qui valide la réforme Allègre avec surtout l'arrivée des écrans. Il caresse les syndicats de l'Éducation nationale dans le sens du poil et il reste comme un grand ministre de l'Éducation nationale. Or, c'est lui qui a mis en place les programmes qui aujourd'hui font que l'école est la fabrique du crétin absolu. C'est très fort. Il séduit Jacques Chirac, c'est-à-dire qu'il est capable de parler à tout le monde et de dire à la personne à qui il parle ce que la personne a envie d'entendre. Moi, je crois qu'il a réussi à se placer dans une posture de sage de la République. C'est-à-dire que c'est un personnage qui, au départ, arrive dans les wagons de la Mitterrandie et va progressivement intégrer finalement quelque chose de républicain. Ce qui fait qu'il est transmis presque comme un héritage à chaque fois. Vous savez, dans le substrat monarchique qui reste dans notre belle République, il incarne totalement ça. C'est un serviteur zélé et en même temps quelqu'un qui a pris une certaine importance, ce qui fait que je pense de président à président, personne n'ose le critiquer. Et à partir du moment où il se place comme directeur de l'Institut du monde arabe, à ce moment-là, il y a une sorte un aura. Il est reconduit malgré la candidature de Le Drian. Oui, tout à fait. Il est maintenu à ce poste. Tout à fait. Et là, il part. Je crois qu'il devait quand même partir prochainement, mais en tout cas, voilà, c'est la première conséquence. Mais on sent que c'est contraint et forcé. Il n'y a pas de remise en cause. Vous me direz, pour le moment, les dossiers Epstein n'ont pas révélé. Non. Et je le dis solennellement, les accusations sur des actes de pédophilie ou sur des mineurs n'ont jamais été avérées. Oui. Il n'y a jamais eu la moindre preuve ni le moindre indice. Et ça, je dois dire que pour l'instant, de dire ça, c'est dégueulasse. Il a son compte pour le reste. Oui. Voilà. Donc ne basculons pas dans un lynchage obscène. Il ne faudrait pas qu'il soit la seule victime expiatoire ou comment on va dire de ce qui pourrait sortir chez des dossiers Epstein. Qu'on pourrait profiter c'est le bœuf qu'on sacrifie aux piranhas pour laisser passer le troupeau. Disons si ça ne donne pas lieu à une ouverture d'enquête, ce que demandent les victimes sur la question notamment de l'appartement parisien qui a eu accès, et pas simplement Peter Mandelson qu'on retrouve en slip kangourou avec une jeune femme à ses côtés dans ce même appartement. Je pense qu'il y a eu bien d'autres choses qui sont passées dans cet appartement qui ne servaient pas uniquement pour rencontrer des hommes d'affaires à Jeffrey Epstein. Et je pense que là, il y a des choses, puisque si on écoute les témoignages des policiers qui avaient effectué la perquisition en 2019 au moment de l'arrestation d'Epstein, les photos, les murs étaient recouverts de photos de jeunes filles nues et parfois très très jeunes. Nous conclurons en disant que Jacques Lang n'a pas le monopole du slip en kangourou. Nous avons connu d'autres cas, peut-être l'ancien patron de Sciences Po, vous vous souvenez, qui avait fini en latex. Richard, comment il s'appelait-il? J'ai oublié. Bon. Passons. À New York. Voilà. C'était à New York. C'est à New York. Voilà. Tout à fait. Les facéties de la République ont encore quelques beaux jours devant elle. Merci Régis Sommier d'avoir témoigné. Merci beaucoup. Et s'il y avait du nouveau, bien entendu, nous ferions appel à votre savoir et à votre compétence. Avec plaisir, merci.